Martinique, la France des tropiques. Une évasion idyllique. Une histoire d'amour entre ciel et mer. Une perle d'île du collier des Caraïbes. C'est la meilleure, la plus fertile, la plus douce, la plus égale, la plus charmante contrée qu'il y ait au monde. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Aussi mes yeux ne se lassent-ils pas de contempler une telle verdure. Christophe Colomb, le découvreur, décrivait ainsi en 1502 Madigna, l'île aux fleurs. Loin des plages du sud, des touristes, du sable blanc, Michel Huette nous entraîne dans un océan de verdure. La Martinique, c'est 60 km de long pour 24 de large. Et c'est la moitié sud de l'île qui reçoit chaque année des milliers de touristes qui s'installent paisiblement sur les plages sous les cocotiers. Mais combien d'entre eux rentrent à l'intérieur des terres pour aller découvrir la nature? Nous sommes dans le sud de la Martinique, à Vauclin, sur la côte est, et nous allons quitter la plage pour nous rendre à l'intérieur du pays. Nous allons aller visiter la montagne boisée qui se trouve dans mon dos, et au sommet de cette montagne, nous vous certifions des découvertes étonnantes et une ambiance tout à fait digne des films à la Hitchcock. Nous sommes à Josso, il est 10 h, c'est l'heure de la récré. Et nous sommes sur le point de départ de notre balade. L'auto est stationnée tout près d'ici. Et déjà, nous rencontrons des choses tout à fait étonnantes. Il existe en effet des plantes que l'on considère comme des organismes les plus primitifs qui sont capables de ressentir des sensations. Ce sont les sensitives. Il suffit de toucher, de caresser la feuille et on la voit aussitôt se refermer. Et quelquefois même, si vous donnez un choc, c'est le pied de la feuille, c'est la tige qui la relie à la petite branche qui va également s'escamoter et rejoindre la branche sur le côté. C'est tout à fait merveilleux. On peut s'amuser à le faire, bien entendu. Et quand on passe dans la végétation, là où elles habitent, eh bien le simple fait de les frôler, les fait tout ensemble se rabattre dans votre dos lorsque vous passez. Sous les tropiques, et pire encore sous l'équateur, il ne fait pas bon laisser les maisons, surtout lorsqu'elles sont construites en bois, inhabitées parce que les termites, les insectes rongeurs de bois en profitent pour coloniser l'endroit. Ah, une pierre. Une pierre, c'est un toit. Et sous ce toit, un microclimat nous attend. On va voir ce qu'il y a dessous. Voilà un mille-pattes géant. C'est la scolopendre, elle est avec ses œufs. Regardez. C'est un animal venimeux, redoutable, qui se défend quand on l'agace. Elle a une paire de pattes devant transformées en pinces et elle est capable d'injecter un venin neurotoxique, comme celui du scorpion. Voilà, elle est donc en train de protéger ses œufs, on les voit très très bien. Regardez ses pinces au niveau de la tête. Puisque cette bestiole habite sous les pierres, vous ne risquez rien, ce n'est pas votre habitat. Par contre, elle se nourrit d'un grand nombre de petits animaux qu'elle rencontre en chemin, notamment des escargots. Elle peut aussi manger des lézards et même s'attaquer à de grosses araignées que l'on rencontre sur l'île. Je vais reposer la pierre en faisant très attention de ne pas l'écraser. Dans les endroits humides, le long de la route, mais dans les endroits aussi ombragés, vous rencontrerez une plante que vous avez peut-être chez vous, dans un pot de fleurs, mais ici, elles prennent des proportions énormes. Ce sont des aracées. Alors, il en existe plusieurs sortes, bien sûr. Vous rencontrerez même, peut-être, en faisant très attention, cette aracée bicolore. Elle porte deux noms charmants ici en Martinique. On l'appelle palette du peintre ou chevalier rouge.
mais d'ici j'aperçois un arbre à pin de l'autre côté de la route et il est chargé de fruits. Voici donc le bel arbre à pin et ses fruits dodus et reconnaissables. Ils sont comestibles, on les traite comme la pomme de terre, on les fait cuire, on en fait de la purée, mais également des gratins qui accompagnent un très grand nombre de plats. Vous avez peut-être pu remarquer que ma main est recouverte d'un lait. C'est en fait sa sève qui s'écoule puisque pour attraper le fruit, j'ai dû malheureusement blesser une feuille. Soyez très attentifs le long de cette petite route parce que vous pouvez découvrir des cacaoyers. Regardez ici, au-dessus de ma tête, les cabosses. Alors on le découvre difficilement parce qu'il est complètement envahi par la végétation. Des plantes grimpantes sont maintenant au sommet de l'arbre, le recouvrent complètement. Elles sont allées chercher tout là-haut la lumière dont elles ont besoin pour pousser, pour s'épanouir. Je vais vous montrer maintenant une cabosse. Je vais la détacher du cacaoyer. Voilà, c'est fait. Je vais l'ouvrir en deux pour vous montrer sa structure interne en faisant très attention parce que c'est un peu dur, ça résiste et il ne faut pas se blesser. Maintenant, je vais l'ouvrir. Alors, voilà les graines qui n'ont pas fini d'évoluer. Je vais en sortir une. Elles sont entourées d'une espèce de gelée. Elles baignent là-dedans. Et à l'aide du couteau, je vais ouvrir cette graine pour vous montrer sa structure interne. Là, voilà. Donc, c'est couleur lit de vin. Ça sera un jour torréfié, peut-être, réduit en poudre, et vous aurez ainsi un cacao. Mais alors, méfiez-vous, parce que si vous n'ajoutez pas de sucre, tel que c'est là, c'est très, très amer. C'est pratiquement immangeable. En empruntant cette route, vous rencontrerez quelquefois des petits ponts comme celui-ci. Alors ça, c'est très intéressant parce que les lézards viennent s'installer à l'ombre de ce pont et récupérer la température de la pierre. Le soleil est tapé toute la journée et le soir, ils viennent réguler leur température, mieux que sur un tronc d'arbre. Ce petit lézard est donc très répandu dans les Antilles et en particulier ici en Martinique. On l'appelle l'anolis. Il court partout, on le trouve dans les palmeraies, on le trouve dans les maisons, le long des murs, dans la campagne, dans la forêt. Il est présent même chez les hommes, je vous le disais. Et quand il est à l'intérieur de la pièce, même dans les chambres, il faut le laisser parce qu'il vient manger les petites bestioles qui nous dérangent. Alors c'est un petit lézard tout à fait fragile qu'il faut manipuler avec beaucoup de délicatesse. Mais si vous le prenez gentiment, si vous le mettez sur le dos, vous pouvez à ce moment-là découvrir le dessous de ses pattes. Et bien sûr, là, vous verrez des griffes qui lui servent à se cramponner après les murs, après l'écorce des arbres, mais également sous les doigts des petites lamelles très fines, recouvertes de petits poils microscopiques. C'est en fait du velcro qui lui permet de se cramponner, encore une fois, sur les parties les plus lisses des murs ou des boiseries. J'ai juste au-dessus de ma tête un jardin suspendu. D'abord des fougères et plus haut des orchidées épiphytes, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de leur propre décomposition. Elles ne sont donc pas parasites. Chose promise, chose due. Je vous entraîne à la découverte d'un trésor enfoui dans la végétation. Deux consignes. Avancez doucement, délicatement et écoutez. À quelques mètres d'ici, dans une caverne volcanique, des milliers, des dizaines de milliers de chauves-souris frugivores
attendent la nuit pour se répandre dans les vergers. Je vais m'équiper pour les rejoindre. C'est carrément la panique. Elles sont des milliers donc à voler ici dans cette grotte. Et au fur et à mesure que ma présence dure dans les ténèbres, eh bien, elles s'enfoncent profondément. Elles fuient. Ça veut donc dire que ce boyau est très grand, très long. Et je peux vous certifier qu'à l'intérieur, il y a une odeur pratiquement irrespirable. Bien sûr, il y a des excréments, il y a aussi l'urine de ces milliers de petits animaux qui poussent des petits cris ici, qui essaient de sonder les ténèbres pour repérer les obstacles, pour repérer les murs, mais pour se repérer également entre elles. Et sur le sol, partout sur le sol, il y a bien sûr des montagnes de crottes qui s'accumulent au fil des années, au fil des siècles. Et ces montagnes de crottes sont visitées par des quantités de cafards, cette fameuse blatte américaine qui abonde ici dans la région et qui se nourrissent bien sûr de ces chauves-souris qui, malades ou trop faibles, ou les jeunes, qui se décrochent et qui tombent au sol. Celles-là sont perdues, elles sont aussitôt dévorées par ces insectes de l'ombre. Alors cet endroit est visible, on peut le découvrir dans la végétation avec un peu de patience et quelques conseils. Et bien sûr, c'est un lieu privé, alors nous allons chercher à rencontrer le propriétaire. Il a peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire. Mais attention, méfiance, ne descendez pas dans le fond de ce trou sans équipement parce que l'air est irrespirable, je vous l'ai dit, et il est impossible de monter naturellement. Il faut absolument être nanti d'un jumard, sinon vous terminez votre vie dans le fond de cet endroit. Benjamin, elle est profonde cette caverne? Très profond. Vous l'avez déjà visitée? J'ai visité une fois comme ça, avec des docteurs qui étaient venus, pour pouvoir enlever, voir si vraiment ça pourrait engendrer de maladies. Oui, les excréments, l'urine, tout ça, cette puanteur, ils avaient peur que ça apporte des maladies, quoi. Ah oui, ça apporte des maladies si vous n'avez pas des masques, des oxygènes, quoi. Benjamin, les chauves-souris, à quelle heure est-ce qu'elles sortent pour aller casser la croûte? Ah, dès qu'il est 6 heures, ils sont tous en route. Hein. Et alors comment ça se passe? Ils sont pas par milliers. Elles passent par ici, par la porte, là? Oui, par cette porte-là, dans la cheminée aussi. Alors, et puis, ils vont manger. Un peu partout? Dans les bananouets, dans les cassoles, dans les fruits à pain, enfin, tous les fruits qui sont très sucrés, quoi. Et puis, dès qu'il est 5h30, 6h du matin, ils sont tous rentrés, quoi. Alors, nous donnons un dernier rendez-vous aux chauves-souris, ce soir à 18h, à l'heure de la sortie. La forêt qui se trouve dans mon dos, baignant dans l'eau de mer, c'est ce qu'on appelle la mangrove. C'est une zone forestière, donc boisée, parfaitement adaptée à ce milieu salé. Ce cordon forestier est constitué de 4 types d'arbres. Les 2 premiers, ceux que l'on rencontre dans l'eau. Les palétuviers, les rouges, les blancs ensuite, les rouges baignant dans l'eau de mer. Le palétuvier blanc fait des racines qui sortent de la vase pour aller respirer l'oxygène. Et juste derrière, en quelque sorte, entre mer et terre, comme pour faire un trait d'union entre les deux, les mangles, le mangle gris et le mangle blanc. Le palétuvier rouge a plusieurs particularités, mais une très importante qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'il fait ses fleurs en même temps que ses fruits. Mais regardez ces fruits, germent directement sur l'arbre. Il se développe, regardez le germe se développer, et quand il sera arrivé à terme, il va se détacher pour se planter dans la vase, et la racine à ce moment-là se développera très facilement, un nouveau palétuvier prendra naissance.
Dans cette mangrove, où la vie est organisée, le point de départ de la chaîne alimentaire pour nourrir toute une série de petits animaux, ce sont les feuilles des palétuviers. Un champignon s'est mis dessus, la feuille a jauni, puis elle tombe dans l'eau. Elle finira par couler. Dans le fond de l'eau, dans la vase, lentement, elle va se décomposer, elle va se transformer. Des micro-organismes vont l'attaquer. Quand elle sera détruite, quand elle sera transformée, des vers plats vont venir s'en nourrir. Et à leur tour, ils vont attirer vers eux des quantités de petits animaux, des larves de crustacés que vous connaissez bien, les crabes, les langoustes, les crevettes. Mais le mulet de mer qui se promène dans le coin, lui aussi va être attiré par la nourriture et il viendra se charger de consommer ces larves de crustacés. C'est ce qui fait qu'au pied des palétuviers, dans la mangrove, il existe toute une chaîne alimentaire tout à fait essentielle au milieu marin. Mais quand je parle de milieu marin, je parle de celui qui se trouve loin, souvent quelquefois à des kilomètres d'ici. Le point de départ se trouve ici, là où je trempe mes pieds en ce moment avec ce palétuvier. Nous sommes dans le nord de la Martinique, sur une plage de sable volcanique à quelques kilomètres du Prêcheur. Et nous allons partir tout de suite, traverser la forêt dense, la forêt humide, en direction de Grand-Rivière. Nous allons visiter ce que certains osent appeler l'enfer vert. Et j'espère que vous serez convaincus, ensuite, après cette balade, que c'est en fait tout le contraire. Voilà, la balade commence ici. Et vous aurez peut-être la chance, comme moi, de rencontrer un arbre en fleurs. On l'appelle pomme d'eau ou pomme rose. C'est un petit arbre qui porte des fruits qui ressemblent effectivement aux pommes. On peut les manger comme une pomme ou on peut en faire du jus, tout simplement. Et ce qui est curieux, c'est que cet arbre arrive directement de Malaisie. Il a été introduit ici. Dans la forêt dense et humide, 1% de la lumière arrive à traverser les houppiers et à éclairer le sol. Ce qui fait que dans la forêt dense, il n'y a pas d'herbe sur le sol, il n'y a que des petits arbres qui attendent que la lumière arrive pour se mettre à pousser. Alors elle arrive quand cette lumière? Eh bien, elle arrive quand des grands arbres, de vieux arbres, poussés par le vent, s'affalent. C'est ce qu'on appelle les chablis. Alors ça c'est très important parce que du coup, des petits arbres vont prendre leur place. Et en même temps, ces arbres vont se décomposer. Ils vont être attaqués par des champignons, par des polypores et par des quantités de micro-organismes. Et du coup, encore une fois, eh bien, ils vont nourrir le sol et ils apporteront les valeurs nutritives nécessaires à la croissance de tous les petits arbres qui n'attendent qu'une chose, c'est trouver la lumière et grandir. Sur le bord du chemin, il y a des pierres. Alors il faut en profiter. Il faut les soulever délicatement et dessous, on peut peut-être trouver des petits animaux à l'ombre, à la fraîcheur. Et voilà, il y a un petit scorpion fouisseur juste à l'intérieur. Voilà ce petit animal qu'on trouve en forêt dense. Il n'est pas très gros, il peut grandir encore un petit peu. On reconnaît qu'il est fouisseur à cause de ses pinces plates. Il n'aime pas le soleil. Sur ma main, il court sans problème, puisque je ne le serre pas, je ne risque pas d'être piqué. Alors, un scorpion, ça n'a pas de queue. C'est son abdomen qui se prolonge. À l'extrémité, il y a une glande à venin, un dard pour l'injecter. C'est un venin qui est neurotoxique, qui agit sur les centres nerveux. C'est un venin très douloureux. Alors, évitez de vous faire piquer. Surtout, ne le gardez pas très longtemps. Reposez-le sous la pierre, mais faites aussi très attention, en reposant la pierre, de ne pas l'écraser. Dans la forêt dense, dans la forêt humide, il est difficile de reconnaître les arbres. On regarde par terre, toutes les feuilles se ressemblent. On regarde en l'air, toutes les feuilles se ressemblent. Alors il faut s'attacher à autre chose, il faut étudier le tronc. Les troncs sont tout à fait caractéristiques. Celui-ci encore plus que les autres. Il s'agit du gommier rouge, sa coloration est rouge bien sûr, et en plus, il perd son écorce quand on frotte comme ça, avec la main. Regardez. Il perd sa peau.
Et pour en être encore certain, il faut faire autre chose. Sortir le canif, le couteau. Vous reconnaîtrez la couleur rouge, caractéristique de l'écorce du gommier. Et en plus, portez l'écorce à votre nez, respirez et vous reconnaîtrez l'odeur de la peau d'orange. Mais ce n'est pas tout. Dans les blessures qui ont été laissées, dans les vieilles blessures, vous pourrez récolter la gomme. Et avec cette gomme, vous pourrez aussi allumer le feu, y compris les feux les plus récalcitrants par temps de pluie. Voici l'un des plus grands arbres de la forêt équatoriale. Ici, en Martinique, c'est peut-être le plus grand de la forêt martiniquaise. C'est le fromager. Et pour le reconnaître, c'est facile. Approchez la main de son écorce. Vous allez sentir des piqûres, ce sont des épines extrêmement dures. Son écorce sent la betterave. Et les arcs-boutants que vous voyez dégagés par rapport à son tronc lui servent à se cramponner lorsque le vent souffle très fort. Compte tenu de sa taille, il en a absolument besoin. Jean-Marc, nous sommes ensemble sur une trace qui nous conduit du Prêcheur à Grand-Rivière. C'est une trace qui traverse la forêt dense, la forêt pluviale. C'est une trace que vous connaissez bien puisque vous y emmenez des gens en excursion. Toute l'année, on propose différentes activités liées au tourisme vert, aux activités de pleine nature. On propose de la randonnée pédestre, du canyoning, du kayak de mer, du VTT. C'est des activités accessibles à tous, afin de découvrir la Martinique d'une façon originale. C'est pour les gens qui vous accompagnent dans la forêt souvent la première expérience. Alors qu'est-ce que vous avez à leur dire avant de partir ? Le premier conseil, c'est de ne pas partir seul. Le terrain est relativement dangereux. C'est une balade qui est très longue, qui dure environ 6 heures, environ 18 km. On est confronté à pas mal de problèmes dus à un climat tropical humide, donc une terre assez glissante. On est loin de tout, donc pas vraiment de moyens de secours accessibles. Bon, avec ce climat très chaud, on se déshydrate très vite, donc il faut prévoir suffisamment d'eau et suffisamment d'aliments pour pouvoir s'alimenter durant le circuit. Alors bien sûr, dans la forêt, il fait chaud et on est très tenté de rejoindre des petites plages de sable volcanique bordées de cocotiers pour aller se rafraîchir dans la mer. Mais est-ce que ça aussi, on peut le faire en toute tranquillité? Il faut faire attention, les baignades sont assez dangereuses, ça dépend des périodes de l'année. Si on voit qu'il y a une houle un petit peu trop forte, il faut mieux s'abstenir. Il y a pas mal de lames de fond, il faut être toujours vigilant. Loin de la mer, dans des petites criques comme celle-ci, qui servent à drainer l'eau de pluie qui arrive de la montagne, il est possible de rencontrer des quantités de petites bestioles qui normalement sont visibles ailleurs. Alors voilà ce qu'on trouve, des crabes. Mais pas que des crabes, regardez ce que j'ai dans ma poche. Et j'ai mis à peu près 5 minutes pour trouver tout cela. Des Bernard l'ermite, regardez. Et j'en avais mis un autre, ah, le voilà. Il remontait le long de la poche. Alors c'est un peu la crise du logement. Regardez comme celui-ci est gros, il a bien du mal à tenir dans la coquille. Ce sont des animaux qui vivent en pleine forêt, quelquefois très loin de l'eau. Nous circulons en fait depuis ce matin
sur l'ancienne route qui reliait le Prêcheur à Grand-Rivière, route qui a été abandonnée en mai 1902 à la suite de l'éruption de la montagne Pelée. Le long du sentier, vous rencontrerez des figuiers étrangleurs. Ce sont des arbres qui prennent appui sur d'autres arbres plus petits. Ils s'en servent comme d'une véritable échelle pour rejoindre la lumière. Mais il arrivera à un stade tel que le figuier étrangleur va étendre ses feuilles, il va faire de l'ombre, et du coup l'autre, trop à l'ombre, ne pourra pas faire sa photosynthèse et va finir par crever. Ici, en Martinique, on les appelle les figuiers maudits. L'arbre hôte a maintenant complètement disparu. Seul le figuier étrangleur est en place. L'arbre qui lui a aidé à accéder à la lumière a fondu. Il s'est complètement désagrégé au fil du temps. Il n'y a maintenant sur le terrain que l'unique et seul figuier. Et avant de quitter, ce figuier étrangleur admirait la mygale qui se trouve sous la branche. Alors voilà la fameuse mygale que l'on rencontre ici en Martinique. C'est une mygale aviculaire. Elle est très jolie, surtout dans les rayons du soleil. Elle vit dans les arbres, dans le creux des arbres. Elle se nourrit de petits animaux comme les petits lézards, les petits anolis. Elle se nourrit aussi d'insectes. Elle est, bien entendu, très discrète. Elle n'est pas inoffensive. Elle a des crochets, elle a du venin neurotoxique et ça fait très très mal lorsqu'elle sait s'en servir. Il faut donc la manipuler avec beaucoup de délicatesse et surtout, il faut la laisser vivre tranquille dans la forêt. Ailleurs, elle est malheureuse et bien souvent, elle se laisse mourir. Voilà, nous venons de faire environ 6 heures de marche. Nous sommes maintenant à une demi-heure de Grand-Rivière. Et quand vous traverserez ce torrent, faites comme nous, profitez-en pour vous rafraîchir. L'hiver au soleil, le rêve. L'Office du tourisme de la Martinique vous aidera dans la préparation de vos vacances. Séjours farniente, balades nature, rando sportive, VTT, canyoning, canoë. Chacun trouvera son plaisir avec en prime le soleil. Michel Huette, vous avez dû le remarquer, est passionné par les animaux qui souvent vous font peur. Gros plan sur la mygale. Dans la forêt humide, nous sommes dans l'habitat de la mygale aviculaire. Ici, dans un espace extrêmement restreint, environ une vingtaine de mètres, il y en a des quantités qui se sont installées et qui nichent dans la végétation. Par exemple,
Ici, entre ces deux feuilles, des feuilles d'aracée, il y a un superbe cocon. Elle est à l'intérieur. On voit l'orifice du cocon ici, je vais vous la faire sortir. Regardez comme c'est beau. À l'intérieur de cette branche creuse, il y en a une autre. Je vais vous la faire sortir. Regardez comme elle est belle. Son céphalothorax est argenté. Et en plus, elle vient de muer, ce qui fait que sa robe est très fournie, elle est très belle, très luisante, très colorée. Et son ancienne peau, trop étroite, donc qu'elle a dû abandonner, je la retrouve ici. Regardez son exuvie. C'est vide, l'araignée est partie. Alors c'est extrêmement fragile. Il y a des petits insectes, peut-être même des petits rongeurs, qui viendront s'en repaître. Là-bas, sur le figuier, sous une branche, j'en ai repéré une autre. Je vais vous en parler. Pour vous en parler, j'ai préféré m'installer confortablement. Elle possède 8 pattes, comme toutes les araignées, 2 pédipalpes qui lui servent à la fois à tenir ses proies, mais également à sonder son passage, son chemin. Elle possède une partie dure, le céphalothorax, couleur métallique, un abdomen velu et 2 petits doigts à l'extrémité de l'abdomen. Ce sont ses glandes à soie. C'est une araignée tout à fait bien adaptée au milieu équatorial parce qu'elle possède sous les doigts, sous les pattes, des petits poils qui ont la forme de crochets, c'est du velcro. C'est ce qui lui permet de se cramponner solidement sur les feuilles, sur les écorces. Mais également, entre ces petits poils très durs, d'autres petits poils qui sont des poils absorbants, comme les poils du buvard, ce qui lui permet de se déplacer, y compris sur les feuilles d'arbres ou sur les feuilles d'héliconia extrêmement mouillées. On prétend qu'elle saute, mais c'est pas. En fait, un saut qui consiste à effrayer les gens qui se promènent, c'est un saut qui lui est extrêmement pratique parce que comme elle vit dans les arbres, elle saute de branche en branche, ce qui fait qu'elle est très bien adaptée au saut. Et j'aimerais bien qu'elle le fasse pour vous. Et voilà. Vous la rencontrerez peut-être en forêt parce qu'elle développe dans le creux des arbres des soies blanches derrière lesquelles elle se cache. Alors n'y mettez pas le doigt parce qu'elle possède des crochets puissants et elle serait bien capable, si vous l'ennuyez, de vous injecter un venin neurotoxique qui produit des brûlures intenses et très désagréables. Alors laissez-la vivre en paix, là où elle se trouve, laissez-la se nourrir des petits animaux qu'elle cherche dans les arbres. La balade d'aujourd'hui nous conduit des hauteurs de Fort-de-France, du Sacré-Cœur, en direction de Morne-Rouge. Nous allons emprunter une route, la route de la Trace, qui va nous conduire en vue de la montagne Pelée. Mais en chemin, nous nous arrêterons parce que nous prendrons l'automobile, nous avons 30 km à faire, et les stations que nous visiterons sont d'une grande richesse, évidemment d'abord pour les paysages, mais aussi pour la végétation et pour la faune. Alors, notez bien les kilomètres que nous indiquons en chemin. À 4 km 500 de Fort-de-France, donc du Sacré-Cœur, vous rencontrerez sur votre gauche une petite route qui vous emmène vers une ancienne station thermale, Absalon. Mais avant d'atteindre la station, vous traverserez une ravine sur un superbe pont, c'est la ravine Baron. Faites comme nous, vous prenez l'escalier et vous descendez jusqu'ici. Là, vous êtes dans un univers tout à fait étonnant, vous êtes dans le vert, dans la verdure. Cela est dû aux précipitations qui s'abattent chaque année
sur le massif 5 mètres d'eau par endroit, quelquefois même davantage. Cette eau, bien entendu, sert à la végétation, sert aux arbres, sert aux plantes, sert aux fougères. Vous avez au-dessus de vous des bambous, vous avez des balisiers, vous avez des fougères énormes, et vous avez une eau qui est délicieuse, elle est très très douce. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez toujours aller vous baigner, vous plonger dans ces vasques peu profondes. Mais attention, ne plongez pas. Nous sommes à moins de 15 km de Fort-de-France. Le lieu-dit, c'est l'Alma. La rivière, c'est la rivière Blanche. Et nous allons rentrer dans la forêt pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Nous emprunterons, pour rendre les choses plus confortables, des petits aménagements faits, réalisés par l'ONF. Suivez-moi. Les arbres sont, vous l'avez peut-être remarqué, de véritables jardins suspendus. Seulement voilà, le poids des plantes épiphytes, le poids de l'humus qui se forme sur les branches elles-mêmes et le poids de l'eau, cela réuni forme une charge énorme et les branches se cassent. Alors c'est pour nous une occasion inouïe d'avoir sous nos yeux à ras du sol ce jardin suspendu et bien entendu de pouvoir le visiter. La branche est tombée, entraînant avec elle, dans sa chute, quelques plantes épiphytes comme ces broméliacées. Regardez, la fleur a disparu, mais la tige est persistante. Alors, cette broméliacée, comment est-elle venue sur la branche? En gros, ce sont les fourmis qui déplacent les graines ou les oiseaux qui, après les avoir consommées, les rejettent sur la branche. La graine germe et progressivement se nourrit à partir de ce qu'il y a sur la branche, des détritus, de l'humus qui s'est déjà formé au fil du temps. Et au fur et à mesure que cette broméliacée va grandir, elle va se nourrir à partir de sa propre décomposition. Regardez ici les feuilles qui sont en train de se décomposer et qui vont alimenter la branche. Mais bien sûr, il n'y aura pas que cela. Il y aura aussi le ruissellement de l'eau de pluie sur la branche qui apportera à la plante des valeurs nutritives dont elle a besoin. Mais ce sont toutes ces plantes, les unes à côté des autres, quelquefois énormes, qui se développent, qui pèsent énormément et qui, du coup, entraînent vers le bas les branches qui les soutiennent. La plupart des plantes qui vivent sur les arbres ne sont pas parasites. Ce sont des plantes épiphytes qui vivent de leur propre décomposition. C'est le cas de la broméliacée que nous venons de voir, c'est le cas des orchidées que nous verrons tout à l'heure. Mais regardez cette fougère, elle aussi est fixée sur la branche. Mais pour vivre, elle a développé un énorme réseau de racines qui la met en contact avec le sol. Et je peux vous certifier que sur cette branche qui est tombée, si je devais calculer la distance parcourue par toutes ces racines, je crois que nous pourrions faire plusieurs kilomètres. Mais profitons d'être dans cette ravine pour aller chasser les petites bestioles sous les rochers. Nous n'avons découvert que quelques crabes, mais l'observation est beaucoup plus intéressante la nuit à la lampe frontale.
tout le long de la route, vous rencontrerez des forêts de fougères géantes. Ce sont des fougères arborescentes. Leurs ancêtres, vieilles de plusieurs dizaines de millions d'années, ont participé à la fabrication du charbon. Si ces fougères sont ici très nombreuses, c'est parce que dans les carbets, elles sont pile à leur étage. Elles ont de l'eau, elles ont du brouillard en permanence, ce qui leur permet un développement idéal. Soyez attentifs, regardez, certaines d'entre elles possèdent des petites crosses qui vont en grandissant, ce sont de futures feuilles. Et d'autres possèdent des plantes épiphytes, comme les broméliacées dont on parlait tout à l'heure. Encore un petit point de détail, le philodendron n'hésite pas aussi à gravir les fougères pour trouver la lumière. Mais puisque vous êtes attentifs, sachez également que sur le bord de la route, il y a d'autres plantes épiphytes, des orchidées en fleurs. Nous avons quitté la route de la Trace au profit de la route de Gros-Morne. 5 km après, un parking, un panneau, le départ d'un sentier, c'est la Trace des Jésuites. C'est 3 heures de marche, 5 km au total, peut-être 500 mètres de dénivelé. C'est en tout cas une balade tout à fait intéressante puisqu'elle vous fait traverser la forêt dense. Il y a également des petits gués à franchir, il y a des bambous et peut-être dans la forêt des rencontres, la Sarigue. En tout cas, à l'extrémité, vous êtes sur la route de Morne-Rouge. Vous vous êtes fait attendre là par des amis qui vous ramèneront bien entendu au point de départ. Évitez de faire le chemin en sens inverse. La pluie qui tombe avec violence sur les feuilles de balisier, attention, ce ne sont pas des bananiers, nettoie les petites crottes des oiseaux qui sont tombés. Et dans ces petites crottes, il y a des graines. Donc, le courant d'eau entraîne ces petites graines jusque vers le sol. Mais l'eau remplit également des petites baignoires qui sont fabriquées par les fleurs de balisier. La petite baignoire remplie d'eau est très utile aux petits oiseaux qui viennent se nourrir de cette eau quand il fait trop sec. Mais les mygales aussi viennent boire à l'intérieur de cette baignoire. D'autres petits animaux qui sont attirés par l'odeur se noient à l'intérieur. Et on a remarqué que lorsqu'ils étaient noyés, ils étaient aussitôt digérés, comme si la plante fabriquait des enzymes qui avaient pour effet, évidemment, de digérer ces petits insectes. Est-ce que cela veut dire que la plante tire une partie de sa nourriture des insectes qu'elle piège en les noyant? Et si on est très attentif, si on vient regarder de très près à l'intérieur de cette baignoire, on y verra s'y déplacer des quantités de petits animaux. Les aracées grimpent dans les arbres pour aller chercher le maximum de lumière. Elles grimpent très très vite, elles s'en servent comme d'une véritable échelle. Mais certaines de ces plantes, à l'inverse de la plupart d'entre elles, vont dans la forêt profonde, ramper jusqu'à trouver un maximum d'ombre. Parce qu'à cet endroit-là, elles sont pratiquement certaines de rencontrer un tronc. Et quand elles se seront fixées sur ce tronc, elles iront très très vite, au-dessus des autres encore, chercher la lumière tant convoitée. Vous connaissez les aracées. Le philodendron que vous avez chez vous en est une. Nous sommes arrivés au terme de la trace des Jésuites. Nous avons rejoint la route de Morne-Rouge que l'on aperçoit dans le fond là-bas. Mais nous ne quitterons pas cet endroit sans avoir jeté un coup d'œil sur le paysage.
Il faut un endroit comme celui-ci pour découvrir la partie invisible de la forêt, la canopée, ce que vous ne pouvez pas découvrir lorsque vous êtes à l'intérieur de la forêt. Cette usine végétale qui, grâce à l'énergie solaire, capture le gaz carbonique et libère l'oxygène. C'est aussi dans cette partie végétale que vivent la plupart des animaux de la forêt, ceux que vous ne voyez pas non plus lorsque vous êtes à l'intérieur. Mais quand la nuit tombe, on les entend s'animer. Je crois vraiment que la vraie raison, c'est que j'avais, je crois, envie de faire plaisir, puis un petit peu envie de m'exprimer, hein, pour tout le reste. Vous avez eu des choix à faire, impératifs, pour implanter telle ou telle espèce plutôt qu'une autre? Les choix impératifs étaient au niveau des expositions, hein, au soleil ou ombre. Hein. Mon Dieu, pour le reste, non. C'était plus un petit peu me coller à la nature, pas jurer complètement avec l'environnement. Il fallait que ce jardin ait l'impression d'avoir poussé un petit peu naturellement. Hein. Mais non, j'ai dessiné mes zones, je les ai faites. Alors, ceci dit, si elles étaient bonnes, je les gardais. Maintenant, si 6 mois ou 8 mois après les avoir plantées, elles ne me plaisaient pas ou elles ne cadraient pas, je les enlevais, je recommençais. Hein. Et les plantes qui sont là, c'est des coups de cœur? Je peux dire que facilement, certainement 70 ou 70% des plantes qui sont ici, d'abord, c'est moi qui les ai toutes positionnées. Hein. Sinon, les planter, mais je les ai positionnées, mais elles ont toutes une petite histoire. Hein. Ces palmiers-là viennent de... J'ai un des piplans que j'avais acheté aux îles Hawaï il y a à peu près 24 ans. Tout ici a une histoire. Toutes mes plantes, je les connais toutes. Hein. Alors vous prenez votre sac à dos, vous prenez un billet d'avion aussi quelquefois, puis vous allez vous promener? Ça, je faisais ça avant, beaucoup plus que maintenant. Chaque fois que j'avais un petit moment de vacances, je partais à droite et à gauche et ça ne venait plus des vacances parce que je passais mon temps à chercher des plantes, à les récolter, à boucher toutes les baignoires des hôtels en nettoyant les plantes pour pouvoir les mettre dans des sacs et puis les ramener. Ça a été toute ma vie, hein, depuis pratiquement l'âge de 20 ans. Hein. La Martinique est un véritable jardin. On y rencontre, lorsqu'on se promène dans la forêt, dans la campagne, les plantes que vous avez bien du mal à entretenir sur votre balcon ou dans votre séjour, comme par exemple ce philodendron. Il n'a fallu que 3 racines plantées au pied de cet arbre pour voir en 3 années cette plante se développer comme cela. Alors qu'est-ce qui vous manque finalement? Il vous manque de l'humidité, il vous manque une température moyenne de 22 degrés tout au long de l'année, et il vous manque aussi un arbre pour que ce philo puisse s'accrocher, grimper dessus pour rejoindre la lumière.
Allez, on va voir une autre plante. Vous avez probablement chez vous des broméliacées, des ananas, sont un peu pâles. Alors qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque un arbre, il leur manque une souche. Ce sont des plantes épiphytes qui se nourrissent de leur propre décomposition. Alors quand vous les nourrissez, lorsque vous leur faites des apports d'eau, n'arrosez pas le pied, arrosez sur le dessus, par l'intérieur, de telle sorte que l'eau soit contenue à la base des feuilles. Dans cette eau viendront mourir des petits insectes. Dans cette eau viendront se décomposer des débris végétaux. Et c'est à partir de cette décomposition que vous verrez vos plantes s'épanouir, reprendre de la couleur. Quand elles auront fait leurs fleurs, patientez, attendez, vous finirez par les enlever parce que les fleurs vont se faner, elles vont sécher. Mais n'oubliez pas, lorsqu'une autre broméliacée sera partie du pied, de couper celle qui vous a donné la fleur pour permettre à la jeune de s'épanouir et à son tour de vous faire une fleur. Allez, on file un petit peu plus loin. On ne pouvait pas quitter cet endroit sans parler des orchidées. Savez-vous d'ailleurs qu'il en existe des sauvages en France, dans la campagne, dans les prairies, une bonne partie de l'année en tout cas, de mai à juin, vous les verrez en fleurs. Ici, sous les tropiques, elles prennent des formes tout à fait extraordinaires. On en trouve quelquefois sur le sol, mais aussi des orchidées épiphytes dans les arbres. Savez-vous que la reproduction de cette plante est extrêmement difficile? Elles ont des milliers de petites graines contenues, enveloppées dans une capsule. Il faut 3000 graines pour faire 1 gramme. Ces petites graines ne germent pas comme toutes les autres petites graines que vous connaissez certainement. Il leur faut l'assistance, il leur faut l'aide d'un petit filament mycélien, donc des champignons, qui viendront pénétrer la graine et aussitôt elle s'en nourrira. Et c'est seulement lorsqu'elles se seront gavées des vitamines et des acides aminés contenus dans ce mycélium qu'elles pourront se développer et produire de jolies fleurs. Mais un petit conseil, lorsque l'on vous offrira des orchidées en fleurs, il faut les conserver lorsqu'elles se défleurissent, parce qu'elles mettront beaucoup de temps à refleurir. Gardez-les dans un endroit humide, mais surtout, ne les arrosez pas trop.